Connaissez-vous Sarlat? Si oui, vous serez sûrement d'accord avec moi pour dire que c'est peut-être la plus belle ville du Périgord. Si vous êtes amateur de vieilles pierres, le centre-ville vous plaira, d'autant plus que sa pierre, un peu jaune, est unique. Si en revanche vous aimez découvrir de nouvelles spécialités du terroir, bienvenue dans la ville de la truffe. En outre, Sarlat a tout pour plaire. La ville possède aussi beaucoup de lieux à voir comme la maison de la Boétie ou encore, l'objet de cette vidéo, la cathédrale Saint-Sacerdos. Bienvenue dans un nouvel épisode de Secrets d'Église. La première trace d'un bâtiment chrétien remonte au IXe siècle, lorsque Pépin, roi d'Aquitaine, fonde une abbaye. Elle devient l'une des plus importantes abbayes du Périgord, aux côtés de Saint-Fond de Périgueux et de Brantôme. Étant située à l'écart de la Dordogne et de ses affluents, elle est épargnée par les Vikings. En 886, Charles le Gros, roi de France, fait réparer l'église abbatiale et la prend sous sa protection. La date du transfert des reliques de Saint-Sacerdos est inconnue. Certains pensent que les reliques ont été transférées à Sarlat suite au raid des Vikings. D'autres pensent qu'elles ont été translatées du monastère de Calabroum avant que celui-ci ne soit pris par Hubert, fils de Bernard du Périgord, et avec l'aide de Guillaume de Talleyrand. En tout cas, une chose est sûre, c'est suite au déplacement des reliques que l'église abbatiale s'est renommée Saint-Sacerdos. Autre relique dans l'église, le corps de Saint Pardoux. Celui-ci fut amené à Sarlat après Saint-Sacerdos. Le culte de Saint Pardoux étant devenu à la mode, les moines décidèrent de placer son corps hors des murs du monastère, dans l'église Saint-Jean. Malheureusement, au XIe siècle, un moine retira la relique et la donna à un seigneur limousin, Guy de Lastour. Tout au long de son existence, l'abbaye a su rester indépendante. En 1153, elle se place même sous la protection directe du Saint-Siège à Rome. Entre 1125 et 1160, grâce à ses possessions, l'église est reconstruite. En 1317, le diocèse de Sarlat est créé. L'église abbatiale est devenue cathédrale. Le pape Jean XXII désigna le nouvel évêque. C'est Raymond de Roquecorne, qui hérita du titre. Il transforma la communauté monastique en un chapitre de 50 chanoines. Le chapitre est déchristianisé en 1561. Les démarches nécessaires à ce changement furent très coûteuses, d'autant plus que viennent s'ajouter les guerres et les épidémies. Jusqu'au milieu du XVIIe siècle, la situation de la cathédrale est précaire. Mais en 1695, le chapitre est de nouveau consolidé avec 18 chanoines. À la suite du concordat de 1801, le diocèse est rattaché à celui de Périgueux, mais Saint-Sacerdos reste toujours appelé cathédrale. Je suis actuellement devant le grand vitrail de la cathédrale. D'ailleurs, cette cathédrale est considérée comme une ancienne cathédrale. Mais alors, quelle est la différence ? Eh bien, une cathédrale est une église accueillant le siège de l'évêque, la cathèdre. Elle ne fait donc pas référence à un type spécifique d'église, mais à un titre renvoyant à une fonction. C'est de là que l'évêque pourra diriger son diocèse. La France compte environ une centaine de diocèses, à peu près un par département. Les plus connus sont par exemple Strasbourg, Rouen, Reims ou encore Paris. La France compte aussi 86 anciennes cathédrales, exemple Senlis, Périgueux ou Laon. Une ancienne cathédrale est donc une église ayant été siège d'une cathèdre à une époque. C'est suite au concordat de 1801, signé entre Napoléon Ier et l'évêque, que les diocèses furent redéfinis en France. Cela impliqua donc la suppression de certaines cathèdres. L'orgue est une œuvre de Jean-François Lépine, datant de 1752. D'ailleurs, pour l'aider dans son travail, Lépine embaucha un certain Guillaume Monturus, sarladais devenu facteur d'orgue reconnu. La partie instrumentale de l'orgue est classée au titre d'objet depuis 1952. Le buffet est, quant à lui, classé depuis 1976.
On est peut-être sur la meilleure visite de clocher que nous ayons pu faire. Le clocher se compose de 4 cloches, qui datent toutes d'une époque différente. La plus vieille, la cloche numéro 3, date du XVIe siècle. Puis, en 1767, la cloche 2 fut coulée. En 1823, viennent s'ajouter 2 cloches. Un braillard, nommé Marmotte, aujourd'hui déposé, et la grande cloche fondue par Pintendre. Enfin, en 1934, la petite dernière est rajoutée à la sonnerie. Le clocher a aussi subi une grande restauration dans les années 2010, ce qui fait qu'aujourd'hui, il est tout beau tout neuf. Il y avait aussi une 5e cloche de volée qui existait avant la grande restauration, mais qui a totalement disparu des radars. La sonnerie que vous allez pouvoir entendre et voir se décomposera en 2 temps. Le premier, vous n'aurez que les 2 grandes cloches, qui forment un accord sublime, et après, vous entendrez une reconstitution de la sonnerie, car malheureusement, le moteur de la cloche 4 ne fonctionnait plus. Avant de conclure, nous tenions à remercier Monsieur Lafaille pour nous avoir accompagnés dans le clocher et pour nous avoir fait vivre l'une des meilleures visites que nous ayons pu faire. Nous remercions aussi Fabrice, ainsi que sa voiture qui a bien souffert lors du trajet. Et bien évidemment, nous vous remercions d'être restés jusqu'au bout et nous vous disons à très bientôt pour un futur épisode de Secrets d'Église.